les deux dernières conférences vont porter donc sur la question des systèmes, avec deux approches. Une première approche qu'on va approfondir aujourd'hui, qui est liée aux produits, au système produit-service, donc très orienté, je dirais, économie. Et puis la dernière portera sur les questions de ville et de territoire. Donc c'est deux sujets assez différents. Alors pour commencer ce cycle, je voulais faire quelques je dirais, rappels ou quelques éléments sur la notion de système et les caractéristiques, donc pas théorique, mais un peu général. Alors là, je vais prendre une définition. Alors volontairement, j'ai pris une définition assez récente qui est en discussion au sein du dossier Smart City, hein, dans la normalisation, donc les villes numériques, sachant que depuis peu, j'ai la présidence de la commission Villes et territoires durables et intelligents, donc de l'AFNOR, et donc c'est dans ce champ-là qu'il y a beaucoup de travaux, et j'en ferai état d'ailleurs dans un mois pour les villes, mais les notions évidemment de système sont très liées aussi au numérique et au déploiement de systèmes d'information, hein, donc autour des smart cities. Donc là ici, la commission donc internationale électrotechnique, hein, qui est un peu le pendant de l'ISO et qui travaille en synergie avec l'ISO, a sorti un document sur les systèmes, et je reprends ce qu'il dit, puisque donc c'est plutôt un document normatif qu'un document théorique. Donc c'est une entité représentée comme un système d'entités en interaction organisé comme un tout, qui présente, du fait des interactions entre les entités, certaines caractéristiques émergentes. Ça, c'est très important, l'émergence, c'est-à-dire que le système est plus que la somme de ses parties, et donc indispensable pour atteindre un ou plusieurs objectifs déclarés. Donc il y a une finalité aussi du système, et c'est d'ailleurs autour de cette finalité que le système s'organise. Alors les caractéristiques typiques du système sont donc une idéation, c'est un processus, je dirais, de création, de production, de développement de nouvelles idées. Les systèmes ont plusieurs éléments, donc je viens de le dire. Les différents composants donc du système sont interdépendants. Et les systèmes sont organisés, donc ils ont une forme d'organisation, ils ont des propriétés émergentes, c'est-à-dire qu'il y a plus de propriétés que la somme des propriétés des éléments. Les systèmes ont une limite, donc il y a l'intérieur du système et l'extérieur, donc on identifie un peu les entrées et les sorties de ce système. Les systèmes sont stables, alors plus ou moins stables, ils évoluent, mais il y a une forme de stabilité. Ils affectent et sont affectés par leur environnement. Et puis, ils représentent une rétroaction ou des mécanismes de rétroaction. Et les systèmes ont un comportement non trivial, ça veut dire non prévisible directement, parce qu'il se passe au sein du système un certain nombre de processus non linéaires ou irréversibles qui font qu'effectivement, on ne peut pas prévoir complètement le comportement. Donc, ces différentes composantes montrent qu'il y a derrière je dirais, un système une structuration et des éléments auxquels on n'est pas, je dirais, habitué. Alors là, je reprends, là c'est un document plus théorique, hein, un des spécialistes vraiment de la science des systèmes, c'est Jean-Louis Laumois. Alors là, je reprends ici un schéma qui est tiré donc d'un document assez ancien, hein, puisque ça date de 94, donc c'est pas nouveau, mais qui pour moi structure bien la pensée. Donc c'est Jean-Louis Laumagne, qui est un des spécialistes de la science des systèmes, et qui montre qu'il y a différents niveaux de complexité de système, et le stade ultime, c'est celui-ci, donc avec dans le système opérant, qui est le système vraiment des flux de matière, de services, donc c'est ce qu'on pilote et qui est en relation avec le monde réel. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a l'entrée et la sortie à ce niveau-là du système opérant. Le système d'information de tout cela, alors le numérique jouant évidemment un rôle important, et puis il structure un système de pilotage à 3 niveaux: le système de décision, un système d'intelligence de la conception du système lui-même, c'est-à-dire comment on organise le système, c'est l'organisation du système, et puis un système dit de finalisation, qui est vraiment là où se posent les questions d'objectifs et
d'évolution et qui sont d'ailleurs ouverts sur le monde extérieur, puisque la finalisation est liée effectivement au monde extérieur. Donc voilà je dirais un peu sous un plan théorique. Et donc, si on le traduit dans nos objectifs, les questions qu'on se pose en matière de durabilité, de systèmes pour le développement durable, qui sont caractérisés par être multi-acteurs, multi-objectifs, chaque acteur a ses objectifs, mais il y a donc le système lui-même a un certain nombre d'objectifs, et puis ils sont aussi hybrides, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des humains, des non-humains, des ressources matérielles, des normes, un certain nombre de processus. Donc c'est ce côté complexe des systèmes pour la durabilité, et on va retrouver les objectifs. Hein. L'objectif de durabilité, c'est vers quoi on va, vers quoi va le système, quelle est sa contribution au développement durable, et puis évidemment les stratégies partagées par l'ensemble des acteurs qui forment ce système. Donc ça, c'est le système de finalisation. Il y a le système donc d'intelligence de conception, c'est l'éco-socio-conception du système, c'est comment on le structure, comment on cartographie et on engage les différentes parties prenantes, les différents acteurs qui font partie de ce système. Ensuite, au niveau de décision, sélection, c'est tous les processus d'amélioration continue et de décision et de rétroaction de l'expérience pour améliorer. Donc ça, c'est l'amélioration continue qu'on retrouve dans la gestion, le management des organisations. Et puis après, le système d'information, il va y avoir aussi bien des informations synchrones que asynchrones, donc du numérique, des connaissances, etc. Donc voilà comment on peut un peu, je dirais, traduire de façon opérationnelle dans ce qui est notre contexte aujourd'hui la notion de système. Alors évidemment, ici, on a mis que les niveaux et il était évident qu'il y a des tas d'interactions entre les sous-systèmes, entre les éléments, etc. Mais ça ne pouvait pas être représenté sur ce transparent. Donc voilà la question. Et or, en fait, on a je dirais, une vraie différence entre les systèmes et l'organisation. Alors, j'ai tenté de donner quelques éléments pour montrer les différences. Je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, tout le processus de management, donc je pense à toutes les normes ISO qui sont fondées sur l'amélioration continue et donc sur des processus de management, ont un certain nombre de composantes qui sont pour les organisations, mais qui ne sont pas, je dirais, valides pour des systèmes plus ouverts, plus complexes. L'unicité de la direction, on dit bien qu'en termes de management, il faut un engagement de la direction, donc il y a un peu cette idée d'avoir une direction qui entraîne l'ensemble. Dans un système, il y a une pluralité d'acteurs, on parle plutôt de gouvernance, de processus collectif de coordination des acteurs que vraiment de management avec un engagement de la direction. Dans l'organisation, on est dans un lien d'autorité en général, avec un contrat, certes, avec les membres de l'organisation, mais le contrat est plutôt asymétrique, hein, c'est l'entreprise versus le salaire, etc. Mais il y a quand même un contrat, mais qui est dans une dimension assez asymétrique, alors que dans un système, les différents acteurs étant un peu au même niveau, on est plutôt dans des contrats coopératifs entre les acteurs et qui sont plus symétriques en termes de pouvoir. Donc, il y a moins d'autorité que de coopération. On est dans l'amélioration continue, j'en ai parlé à l'instant. Dans le cas d'un système, on est plutôt sur les trajectoires finalisées. Donc, on ne fait pas de l'amélioration continue, mais on cherche à effectivement obtenir les résultats que l'on attend, donc les trajectoires. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on a des objectifs de réduction je pense par exemple sur l'effet de serre, des réductions de 40%, 50% d'ici 2030. Là, on voit bien que il faut raisonner en termes de système et de performance globale du système et pas simplement d'amélioration continue voilà, qui sont pas du même niveau. Donc, il y a l'évaluation en fait des organisations à travers les modèles de maturité. On se pose le problème de la maturité de l'organisation, du management, alors que pour un système, on va quand même plutôt se poser les problèmes de performance réelle de résultats. Donc, je pense qu'il y a là une vraie différence. L'organisation, l'entreprise, s'intéresse au contexte économique hein, et notamment au marché et aux acteurs économiques. Quand on raisonne système, on raisonne souvent un système est inclus dans un autre système qui a une échelle plus grande. Donc, on est plutôt dans le multiscalaire. On a effectivement à un certain niveau un système, mais qui est toujours englobé dans un autre système avec des liens qui peuvent être rendus visibles.
Donc en fait, on a deux idéotypes assez différents. Les normes sont très organisées, enfin sont focalisées sur l'organisation. Il me semble qu'aujourd'hui, la question des systèmes, aujourd'hui, a encore besoin de, voilà, de développer ces outils, ces méthodes. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment celles-ci émergent aujourd'hui, notamment sous l'impulsion du numérique, mais pas seulement. Donc là, je vais arrêter et relancer. Voilà, voilà. Alors, il y a différents niveaux de systèmes. Donc, il y a d'une part les systèmes donc territoriaux, hein, donc les objectifs de développement durable, les changements des modes de consommation et de production qui vont se traduire beaucoup au niveau des territoires. Et donc, ce sera l'objet de la 14e conférence, donc je ne vais pas les développer aujourd'hui, mais quand je disais qu'on est dans des systèmes multiniveaux, on va parler de systèmes produits-services qui sont aujourd'hui aussi, ces systèmes sont englobés dans des systèmes territoriaux aussi. Et donc, il y aura un lien entre les deux. Donc, ce sera la conférence d'après. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur les systèmes produits-services qui sont qui se pose le problème effectivement du service délivré, avec trois grandes approches. Hein. Une approche de gestion centrée sur l'entreprise et son écosystème, c'est-à-dire que l'entreprise va gérer différemment et combiner donc les produits avec des services, donc une sorte de servicisation de l'activité de l'entreprise, mais c'est autour de l'entreprise. Il y a des systèmes à base numérique, c'est-à-dire des systèmes où les différents acteurs de ce système communiquent grâce au numérique. C'est le numérique qui organise le système. On le voit bon, sur les territoires, on verra sur les systèmes énergétiques, par exemple, les smart grids ou la mobilité comme un service, hein, qui sera un élément que je développerai. Donc là, on est vraiment ce système émerge par la capacité qu'on a de combiner les différents acteurs par un système numérique qui gère des transactions qui vont donc au-delà de simplement du marché. On a des transactions plus complexes grâce au numérique. Et puis aussi, il y a des systèmes au-dessus qui sont multi-acteurs et contractuels, c'est vraiment des systèmes où les acteurs coopèrent pour créer de la valeur et coopérer ensemble. Donc, alors, ils peuvent utiliser ou non du numérique, hein, le numérique peut y contribuer. Mais voilà, pour moi, il y a trois niveaux sur lesquels je vais vous donner quelques éléments un peu pas de bibliographie, mais des éléments de débat et de concepts qui émergent aujourd'hui. Donc, je vais parler d'abord des systèmes et de l'économie, donc les écosystèmes d'entreprise, les parties prenantes, la gestion de la chaîne de valeur. Je vais vous donner quelques éléments là-dessus. Est-ce que ça a passé? Non? Toujours pas? Bon. Non, on est sur les différents niveaux de système. On est au slide 6. Ah, ça a avancé. Alors, au 8. Alors, d'abord, bon, l'écosystème d'entreprise, le business écosystème. Alors ça, c'est un modèle qui est assez ancien. Il y a d'ailleurs, donc James Moore l'a illustré ici, je reprends son schéma. Donc le système est centré autour de l'entreprise dans une stratégie purement économique. Donc il y a le cœur d'affaires, il y a l'entreprise étendue, puis il y a l'écosystème de l'entreprise. Et il a été même jusqu'à comparer ça à un système de proie et de prédateurs. Donc on a l'entreprise pivot et les GAFAM en sont l'illustration, qui ont je dirais, leur système et d'une forme de prédation, c'est-à-dire que tout va créer de la valeur pour l'entreprise pivot, l'entreprise Keystone Business. Donc ça, c'est je dirais un modèle qui existe, donc l'écosystème d'entreprise, qui donc élargit la vision de l'entreprise. Évidemment, là, on n'a aucune vision ni environnementale ni sociale, c'est purement dans le business. Si on met en face donc une approche plus de RSE, je mets juste un autre schéma en contrepoint pour montrer la différence. Ici, on a, donc j'ai tiré c'est une figure qui est issue de l'ISO 26000, donc la norme sur la responsabilité sociétale des organisations, et qui organise donc finalement l'organisation elle-même, donc l'entreprise. Donc il y a sa stratégie, sa planification, l'intégration de la communication de la responsabilité sociétale, donc
l'entreprise a cette responsabilité, elle va avoir un certain nombre de parties prenantes avec lesquelles elle va instaurer un dialogue, et donc c'est ça qui va permettre d'identifier sa responsabilité et de permettre la contribution au développement durable. Donc, il n'y a pas qu'un dialogue avec les parties prenantes, l'organisation est aussi enchâssée dans la société et dans l'environnement, et donc l'organisation répond aussi à des objectifs généraux de la société et de l'environnement qui ne sont pas portés directement toujours par des parties prenantes, mais notamment par le droit. Donc, c'est tout le débat de l'ISO 26000, puisque le cadre juridique, les textes internationaux ont été intégrés dans je dirais, dans cette approche, en considérant que ces parties prenantes, il n'y a pas que les parties prenantes, il y a bien des normes et un certain nombre d'éléments qui contribuent finalement à cette responsabilité sociétale des organisations. Un des exemples qui a été cité d'ailleurs par à l'époque le représentant des syndicats qui disait qu'il n'y a pas besoin d'avoir un syndicat des enfants pour ne pas permettre le travail des enfants. C'est du domaine du juridique et pas simplement du domaine des parties prenantes. Donc voilà, donc vous voyez le contrepoint, un système de multiparties prenantes avec des objectifs élargis, puisqu'on intègre ici non seulement l'économie, mais aussi la responsabilité sociétale. Donc voilà les éléments. Alors maintenant, on va passer sur la question de la chaîne de valeur, parce que là, on était autour de l'entreprise. Maintenant, si on raisonne sur la chaîne de valeur, sur l'ensemble donc du cycle de vie des produits, depuis l'origine jusqu'à la fin de vie, on se retrouve ici dans une question donc de gestion des risques dans la chaîne de valeur. Et je me réfère ici au principe directeur de l'OCDE pour donc les entreprises multinationales, et notamment le devoir de vigilance qui est demandé, de diligence. Donc, c'est quoi le devoir de diligence? C'est le processus continu, proactif et réactif, donc qui permet aux entreprises d'identifier et de gérer les risques effectifs ou potentiels afin de prévenir ou d'atténuer les probabilités de contribuer aux impacts négatifs liés à leurs activités ou leurs choix d'approvisionnement. Donc là, on est dans une logique de la gestion de l'ensemble de la chaîne de valeur, le cycle de vie, une logique d'éviter les risques et les impacts. Donc on est dans une question de gestion des risques, et donc il est demandé aux entreprises multinationales ici de remonter dans la chaîne de valeur des fournisseurs de rang 2 et au-delà pour mettre en place des procédures au niveau de l'entreprise afin d'évaluer le profil de risque des niveaux de relations beaucoup plus éloignés, notamment donc grâce à une relation avec des acteurs intermédiaires et ce qu'ils appellent les points de contrôle de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les éléments de la chaîne d'approvisionnement où effectivement il y a des responsabilités précises qui peuvent être identifiées. Donc là, on est dans une vision qui est en train évidemment de se développer, c'est de la gestion des risques le long de la chaîne de valeur et remonter effectivement sur la responsabilité des entreprises au-delà de simplement l'impact direct ou de l'impact direct de leur approvisionnement de premier niveau, mais d'avoir une approche plus longue. Donc il y a une pression pour prendre en compte le cycle de vie ou l'ensemble de la chaîne de valeur, mais sous l'angle des risques. Alors maintenant, il n'y a pas que les risques, il y a aussi les opportunités. Alors il y a quelques éléments que je vais vous livrer qui vont dans l'idée de regarder au contraire dans les relations avec les parties prenantes la création de valeur. Alors je cite ici Porter, donc Michael Porter, qui propose donc en 2011 donc ce qu'il appelle la création de valeur partagée. Alors lui, il se situait à l'époque en contradiction ou en réponse à la RSE. Donc il dit la RSE, c'est faire du bien, la citoyenneté, la philanthropie, il y a un certain nombre de caractéristiques de la RSE qu'il critique en disant la création de valeur partagée va au-delà. Alors, j'ai mis ici quelques éléments en rouge parce qu'en fait, Porter fait référence à l'époque, en 2011, à la vision américaine de la RSE, qui est évidemment très limitée, qui n'est pas du tout la vision qui a émergé de l'ISO 26000, c'est-à-dire une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les États-Unis ont voté contre l'ISO 26000, parce que l'approche adoptée par l'ISO 26000, qui était une approche notamment institutionnelle, qui prenait en compte ce que je venais de dire tout à l'heure, les normes
les objectifs globaux ne rentraient pas dans le modèle américain. Donc c'est pour ça que les États-Unis ont voté contre, et donc les critiques de Porter, bon, sur la RSE ne sont pas tout à fait fondées. Alors il dit, en fait, il y a la création de valeur partagée, donc on peut créer donc des avantages économiques et sociaux. Alors il n'intègre pas l'environnement à l'époque dans sa vision. Création de valeurs communes pour la communauté et l'entreprise. Donc ça doit être partie intégrante de la concurrence. Voilà. Donc il propose un modèle de partage de la valeur. Et donc là, on est moins dans la gestion des risques vis-à-vis des parties prenantes, mais au contraire, dans comment on peut créer de la valeur avec des parties prenantes, qui peuvent être des parties prenantes économiques. Donc là, on le partage par le marché, mais c'est la création de valeur partagée. Donc là, il y a un modèle positif qui s'oppose à un modèle simplement de contrôle négatif. Alors, je ne vais pas regarder en détail ce transparent, simplement, donc de toute façon, les éléments vous seront donnés accès, enfin, vous aurez accès. Simplement ici, il y a un papier qui est très récent, hein, donc de l'année dernière, qui essayait de qualifier, on a parlé de circulaire, l'économie circulaire le mois dernier, qui regarde les niveaux de maturité d'entreprise par rapport à la circularité. Alors, je vais regarder, donc il y a différents types de modèles, d'approches, hein, le modèle commercial dit de régénération, d'optimisation des opérations clients, de partage de responsabilités, et puis des modèles commerciaux vraiment de boucle de produits. Donc, on gère de façon active l'économie circulaire. Donc là, évidemment, on a une gestion complète du cycle de vie. Et donc, si on regarde le niveau de maturité 3, hein, puisqu'on va regarder 3 composantes, la capacité de configuration de la solution, comment la solution est organisée, la capacité d'orchestration, c'est vraiment le pilotage, et puis la capacité de numérisation, c'est tout le système d'information qui va derrière. Et donc, il propose ici, vous voyez, le niveau de maturité 3, avancement de la circularité, donc le côté plus abouti, développer la capacité à gérer la propriété du produit tout au long du cycle de vie, créer des routines pour l'intégration du client, développer un système de réutilisation et de recyclage des matériaux, concevoir l'organisation de la logistique, développer un système d'analyse de la réutilisabilité et de la valeur restante du produit retourné, surveiller la mise en œuvre du système. Donc on voit là que cette mise en œuvre de la circularité nécessite effectivement un certain nombre de relations particulières le long de la chaîne de valeur avec les différents acteurs. Donc voilà les éléments sur lesquels on est. Alors je vais finir par un dernier focus ou un dernier complément. C'est une approche récente, hein, c'est publié récemment en novembre dernier par Navi Rajou. Navi Rajou qui a beaucoup parlé de la frugalité, hein, donc qui a beaucoup publié sur ces questions-là. Et lui, il vient en apportant un concept nouveau. Il dit, on a beaucoup parlé des modèles de partage, on voit les modèles de partage aujourd'hui entre consommateurs se diffusent, hein, et donc l'usage commun de ressources, c'est le troc, etc. Enfin, un certain nombre de processus de partage au niveau des consommateurs. Et lui considère que c'est un modèle qui se développe aussi et qui a un potentiel d'efficacité par rapport à la durabilité important, c'est donc le partage, mais en B2B, entre entreprises. Donc, il propose un certain nombre de niveaux de partage. Donc, on est dans la partage de valeur. On retrouve un peu le concept c'est l'une des modalités du partage de valeur dont Porter pouvait parler tout à l'heure, avec deux pôles. Un pôle plutôt économique, marché d'échange, c'est-à-dire où on est donc avec des échanges et transactions économiques. Donc le niveau 1, c'est les déchets, c'est le recyclage, c'est l'économie circulaire dont on a parlé. Niveau 2, c'est le partage d'actifs physiques, hein, les stocks, le bâtiment, les équipements, les véhicules. Donc là, il peut y avoir aussi des locations, enfin, des transactions économiques. Le pouvoir d'achat, c'est les achats collectifs, hein, et c'est donc des appels d'offres collectifs, et c'est le regroupement effectivement sur le marché du côté utilisateur. Donc là, on est plutôt sur un marché d'échange, sur des ressources qui ont des enjeux limités, les actifs sont plutôt matériels, il y a de multiples participants et les relations sont
transactionnel, sans doute avec une perspective plutôt court-termiste. Alors, il propose deux autres niveaux, enfin trois autres niveaux qui seraient dans une logique plutôt de communauté de partage, donc B2B, donc avec des échanges et donc la mutualisation au niveau des talents et des compétences, donc ça c'est le niveau 4. Le niveau 5, c'est partager des clients et donc organiser effectivement le contact avec des clients, donc éventuellement de concurrents. Et puis enfin, toutes les questions liées de partage de la propriété intellectuelle. Alors, il considère que ça, c'est évidemment un niveau beaucoup plus élaboré, mais qui porte sur des ressources à gros enjeux, des actifs plus immatériels, des groupes peut-être plus restreints de membres, des partenariats de co-création et des visions plus de long terme. Voilà comment il caractérise ces différentes approches. Donc voilà, j'avais souhaité mettre ces quelques éclairages pour montrer que derrière, il y a plusieurs approches qui viennent donner, donner un contenu à des formes d'organisation de systèmes coopératifs et de systèmes de création de valeur partagée et de systèmes qui ont effet, certes, le marché en fait partie, mais ce n'est pas la seule modalité d'échange dans le système. Donc on est au-delà simplement des questions liées au marché. Alors maintenant, je vais donc peut-être, est-ce qu'il y a des commentaires sur ce que j'ai dit, des choses qui ne sont pas claires? Maintenant, je vais rentrer dans des choses un peu plus opérationnelles. Alors, il n'y a pas de questions écrites, mais les micros sont activables. Alors, si vous voulez vous exprimer en direct, vous pouvez. Personne pour l'instant. Bon, écoutez, n'hésitez pas à faire des commentaires sur le chat et puis on en fera la synthèse et j'y répondrai après. Donc, je vais embarquer donc sur la deuxième partie de mon propos, c'est d'aller vraiment sur le concept de système produit-service qui est en train effectivement d'émerger de façon importante à travers donc notamment la typologie de Tucker. Alors, je cite ici qui est un peu un peu la référence dans ce domaine-là. Donc, Tucker est un chercheur aux Pays-Bas, je crois, qui donc a publié en 2004 ce schéma qui est largement repris et qui structure assez bien le système produit-service avec ces deux pendants, le côté très produit et le côté très service. Donc, il classifie en 8 catégories. Donc, le premier, l'orientation purement produit, donc alors le contenu est un produit tangible, hein, donc c'est vraiment de la matière, hein, donc produit pur. Donc on est orienté produit. Donc le service est vraiment très lié au produit. Alors on peut aussi mettre dans cette catégorie-là le conseil et la consultance. Au milieu, donc, on a des systèmes produits-services, donc des combinaisons de produits et de services plutôt orientés vers l'usage, donc location de produits, location et partage de produits, mise en commun de produits. Donc, vous voyez qu'on a des ressources qui sont mutualisées dans l'usage. Et donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Et puis, la troisième grande catégorie, c'est plutôt des produits-services orientés résultats. Donc, qui contribuent à la gestion d'activité, au paiement par unité de service, par exemple, ou la vente de résultats fonctionnels. Alors, on a en fait, ce qui est intéressant de cette présentation, c'est qu'on a en fait tout un continuum entre les modèles. À gauche, on est plutôt le contenu du produit, le contenu tangible est plus important. À droite, le contenu du service est plus intangible et plus important. Et en fait, c'est la mixité entre ces modèles. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que l'approche générique du système produit-service permet d'aborder ces différentes variétés d'approches d'une façon un peu commune et en font un concept commun. Donc c'est pour ça que j'ai titré aujourd'hui le système produit-service. C'est pour moi un peu un concept qui a donc toutes ces variétés entre les différents
les différents contenus que je viens de citer. Alors, Tucker, dans son papier, continue et il regarde les huit types de systèmes produits-services et eu égard à, je dirais, la capacité qu'ils ont de réduire l'impression sur l'environnement et donc la durabilité environnementale. Donc, et leur capacité par l'aspect systémique à réduire le poids sur les ressources, sur les émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Donc, il y a là une… Alors, c'est à titre indicatif, donc pour l'instant, c'est un papier un peu fondateur. On n'a pas d'évaluation très précis. Donc, là, on n'a pas de retour, mais c'était un peu une sorte de prospective. Et il considère qu'effectivement, le résultat fonctionnel permet d'aller beaucoup plus loin, vous voyez, une réduction considérable en dessous de 50% de réduction, mais que les autres approches peinent à dépasser les 50%, et donc, mais tout de même, certains s'en approchent. Alors, quand on a en tête qu'on doit réduire de 50% les émissions d'ici 2030, il y a une grande partie du chemin que l'on peut parcourir par des approches effectivement axées effectivement sur la question de gérer des produits systèmes, des systèmes produits-services. Donc voilà le papier un peu fondateur de Tucker. Et alors, il y a aujourd'hui tout un champ sur le côté de la fonctionnalité, tout un champ de réflexion et de développement. Alors là, je vous renvoie, pour ceux qui veulent approfondir, il y a Athemis, hein, qui est un consortium scientifique qui maintenant aussi a fondé au niveau européen un institut européen de l'économie de la fonctionnalité. Donc là, on a, je dirais, un lieu de création et de réflexion, et plus près de nous, à Saint-Étienne, donc il y a le CIRID qui participe à ces réseaux, au développement de réseaux sur l'économie de la fonctionnalité. Donc il y a tout un pan d'activité sur le développement effectivement de cette économie de la fonctionnalité. Alors Athemis propose effectivement donc deux visions hein, de cela, donc avec… Ah, j'aurais dû couper mon téléphone. Athemis, vous avez les coordonnées hein, ici. Donc, propose en fait deux composantes. Donc, on retrouve en partie celle de Tucker de tout à l'heure. Donc, ça consiste donc à concevoir et à produire des solutions intégrant des biens et des services selon deux dynamiques. La première, donc ce qu'ils appellent le stade 1, consiste à passer de la vente de biens ou de services dissociés les uns des autres à la contractualisation d'une performance d'usage ou d'effets utiles fondés sur leur intégration. Et la seconde, qui est plus large et plus ambitieuse, qui consiste à élargir le périmètre des activités et des acteurs de telle manière que le saut systémique que cela engage permette à un écosystème productif de prendre en charge les externalités négatives, environnementales et sociales, repérables sur un plan territorial. Vous voyez, on retrouve un peu le territoire que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ces solutions se contractualisent sur la base d'engagements réciproques favorisant la convergence d'intérêts entre les différentes parties prenantes sur un plan territorial. Donc, on retrouve les parties prenantes, mais il y a évidemment dans cet écosystème productif un certain nombre d'acteurs économiques, d'acteurs de producteurs qui coopèrent entre eux pour participer à cet écosystème productif. Donc, on retrouve effectivement la notion de système ou d'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Alors, j'ai un autre, donc, il y a un rapport que je vous renvoie à un rapport qui est paru à l'ADEME, donc sur l'économie de la fonctionnalité à haute valeur environnementale, donc qui donne une vision un tout petit peu complémentaire de ce que je viens de dire, avec donc d'une part, c'est visible, attendez, je vais le remettre comme ça, je suis sûr que ça y soit, voilà. Donc il y a d'un côté la logique vraiment cycle de vie, donc c'est-à-dire qu'on va gérer les biens et les matières sur l'ensemble du cycle de vie des produits, donc notamment facilité par la conservation de la propriété des biens par les industriels, c'est-à-dire que si l'industriel loue ou donne un service et c'est lui qui gère l'ensemble du cycle de vie du produit, à ce moment-là, il va en gérer la fin de vie, il en est responsable aussi. Donc ça crée une responsabilité sur l'ensemble du cycle de vie. Donc l'innovation réside dans l'évolution technologique des biens mis à disposition, en l'occurrence l'allonger leur durée de vie. On le retrouve à travers, par exemple,
les kilomètres roulés pour les camions proposés par Michelin, au lieu de vendre des pneus. Si vous vendez des pneus, vous avez intérêt à ce qu'ils se dégradent rapidement pour en revendre d'autres. Par contre, si vous louez les kilomètres roulés, vous avez intérêt à augmenter la durée de vie. Donc, il y a un certain nombre d'éléments assez connus dans la littérature de cette logique-là. Et donc, ça permet de faire évoluer le modèle d'affaires de l'entreprise. Alors, il y a aussi une logique servicielle qui est, elle, plus axée, donc elle correspond au développement de services, la création de relations clients axées sur les effets utiles, sur les ressources immatérielles. Donc, le contenu, je dirais, matériel de l'économie, je dirais, est meilleur. Hein. Donc, on va dans le bon sens du découplage économie et pression sur l'environnement. Donc, elle mobilise les bénéficiaires, industriels, collectivités ou citoyens consommateurs dans une dynamique de coproduction et d'engagement sur la durée. L'innovation porte sur l'ensemble des dimensions du modèle économique. Cette logique servicielle vise à augmenter la valeur créée et la qualité de l'offre en mettant à l'égard la logique de production en volume à moindre coût. Donc, vous voyez, il y a deux pendants, mais qui sont évidemment eux aussi en synergie. D'ailleurs, il y a une flèche entre les deux. Donc l'économie de la fonctionnalité peut contribuer effectivement à réduire et à atteindre les objectifs que Tucker proposait tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires à ce niveau-là? Écoutez, si personne sur le chat. Non, il n'y a pas de questions a priori. Très bien. Alors, je vais maintenant, comme ça on aura la place de la discussion à la fin. Maintenant, je vais aller vers quelques éléments plus concrets et opérationnels et approches pour les entreprises pour aborder la réflexion à ce niveau-là. Alors, je vais en citer quelques-uns. Alors, d'abord, il y a au niveau du pôle éco-conception, il y a eu tout un travail qui est assez ancien, je donnerai la bibliographie enfin, sur l'éco-conception de services. Donc là, on est vraiment sur le service proprement dit. Alors, évidemment, il y a toujours dans le service un certain nombre de composantes matérielles qui doivent être prises en compte. C'est pour ça qu'on doit aussi parler d'éco-conception de services. Mais il y a donc tout un travail et il y a à la fois une approche qui a été proposée, des outils, des formations et des guides sur cette question de l'éco-conception de services, avec donc le front office, enfin, c'est pas très francophone, enfin, donc la partie promotion, accueil, mise en relation donc du service, l'acquisition des consommables, la logistique qui permet d'amener tous les éléments sur le lieu du service, les prestations elles-mêmes de service, l'entretien matériel et la fin de vie des consommables, l'acquisition les acquisitions et les amortissements, tout ceci fait un cycle de vie dans un service et que donc l'éco-conception du service doit prendre en compte tous ces éléments et d'essayer d'en minimiser évidemment à chaque fois les impacts et la pression sur l'environnement. Donc là, on est dans la pure éco-conception de service, alors avec des stratégies de conception qui sont proposées. Donc, on va sélectionner les amortissements, les politiques d'achat responsable, sélectionner les sous-traitants, le système de location, choisir les amortissements économes, augmenter la durée de vie, choisir les sources d'énergie verte, etc., etc. Donc ça, c'est la partie sélection de la matière, ce qu'on va investir et amortir. La sélection des consommables, donc les flux de matières premières, l'optimisation des flux d'informations, donc c'est-à-dire tout ce qui est lié à la disponibilité de ces services, choisir les canaux de distribution adaptés, minimiser les échanges, éco-conception numérique, promotion responsable, optimiser la fonction des preuves matérielles, parce qu'il faut aussi rendre compte de cette performance sur le marché, former le personnel, les indicateurs internes de qualité environnementale. Donc il y a toute la partie information et pilotage qui, à la fois pour le fonctionnement du service, mais aussi pour rendre compte aux parties prenantes. L'optimisation logistique, donc optimiser le stockage, vous l'avez à l'écran ou l'optimisation logistique, optimiser le stockage, réduire les pertes, optimiser, mutualiser les trajets, la promotion des comportements vertueux, donc notamment aussi au niveau des utilisateurs,
donc valoriser les comportements vertueux donc à tous les niveaux. Et enfin, optimisation de la maintenance et de la fin de vie, c'est-à-dire augmenter, réduire le flux des déchets, augmenter je dirais, la durée de vie et bien gérer la fin de vie des matières. Donc voilà, donc là vous avez un schéma très rapide, mais qui fait l'objet d'un guide auquel vous pouvez vous rapporter, donc, et des formations du pôle. Alors, je me permets ici, moi, d'introduire, je dirais, une sorte de vision un peu, quand même, une cartographie des problématiques système produit-service, à travers quand même les différences qu'il y a entre les services, notamment humains ou numériques, les consommables, les équipements et les infrastructures. Parce qu'on se rend compte que quand on mobilise dans un produit-service, ces différents éléments, il faut les voir à la fois sur le cycle de vie, donc l'amont, l'entreprise elle-même qui va délivrer le service, le consommateur et la post-consommation. Donc, c'est bien les 4 étapes qu'il faut prendre en compte. Et puis, entre le service humain et les infrastructures, il y a des problématiques je dirais, de temporalité très différentes. Et donc, ça nécessite effectivement des visions, des stratégies qui se déroulent à différents niveaux, parce que les infrastructures, évidemment, c'est une obsolescence longue, il faut essayer de les faire durer, mais sur des longues durées, et donc se pose le problème d'ailleurs d'infrastructures qui sont peu efficaces. Est-ce qu'il faut les garder longtemps ou les renouveler en perdant tout le capital qui était investi? Voilà le genre de questions qui se posent. Les équipements, l'obsolescence est plus courte, on peut changer les équipements, c'est dans le champ des échelles d'amortissement des entreprises un peu classiques. Les consommables, donc là on est dans le flux, je dirais, quotidien, et on voit bien quand ces flux se cessent pour une raison ou une autre, on le voit aujourd'hui, les dérèglements que ça peut faire. Et puis enfin l'humain, enfin la partie vraiment où l'infrastructure, enfin où le service est délivré. Donc, eh bien, on voit bien que là, il y a des cartographies à établir parce que dans les différents éléments, évidemment, les filières, les systèmes sont extrêmement différents selon le type donc de produit-service. Donc, il faut faire une cartographie. Alors, pour finir sur cette question-là, je propose quand même ce schéma parce que finalement, on a à regarder en même temps les risques et les opportunités. Les risques, c'est donc les analyses de risques donc économiques, sociaux et environnementaux, donc qui peuvent être à la fois les risques pour l'entreprise qui se pose ces questions donc, de s'insérer dans ce système produit-service, et puis le risque pour les parties prenantes. Donc les risques ne sont pas au même niveau, puisque ce qu'on parlait de la responsabilité sociétale tout à l'heure, ça vise à gérer les risques vis-à-vis des parties prenantes. Donc on a une complémentarité entre les deux. Et puis de l'autre côté, il y a l'analyse des opportunités, comment on peut créer de la valeur et à quel endroit on a une opportunité de création de valeur partagée ou pour certains acteurs. Et donc d'une certaine façon, la réflexion donc sur une cartographie un peu d'un système doit bien identifier d'abord les composantes de ce système en amont, dans le fonctionnement de l'entreprise et de délivrer le produit ou le service, la consommation et la post-consommation. Donc d'avoir effectivement une bonne cartographie et d'identifier selon les chaînes, selon les endroits où il y a des risques. Et notamment, on voit qu'un des thèmes qui, d'ailleurs, on aura dans le cadre de la journée du 15 juin à Saint-Étienne pour donc la manifestation du pôle, on aura un élément aussi de conférence sur la question de la biodiversité. La biodiversité va être obligée de localiser effectivement dans les chaînes de valeur à quel endroit il y a des risques particuliers pour certains écosystèmes, pour certains types d'approvisionnement. Donc on est aussi sur des risques qui ne sont pas simplement des risques affectés à une entreprise, mais bien aussi à des territoires.
Donc voilà une réflexion qu'il faut essayer de mener. Et puis alors pour finir, là c'était plutôt une réflexion, une aide à la réflexion. Pour finir, il y a une approche qui est développée, qui semble être assez pertinente, donc qui a été publiée en 2016 hein, par Joyce et Paquin, qui est appliquer le modèle Canva de l'entreprise avec trois couches. Alors, le modèle Canva est assez connu hein, pour une réflexion stratégique sur la création de valeur dans une entreprise. Et donc, ça permet d'organiser, je dirais, la structure du coût, les flux de revenus, donc les deux côtés, et puis de regarder les partenaires, les activités et les ressources clés, la proposition de valeur, la relation avec le client, les canaux de distribution et puis les différents segments de clients. Et donc, avec une approche de ce type-là, un peu stratégique, on arrive effectivement à identifier un modèle économique sur des nouveaux produits, sur des nouveaux services. Alors, ce que propose donc le modèle Canva à 3 niveaux, c'est d'avoir 2 autres strates, la strate environnementale et la strate sociale, dans lesquelles les auteurs proposent de mettre en place des éléments qui font écho, mais dans le champ de l'environnement ou le champ social. Hein, donc, on va trouver ici les structures de coûts, ça va être l'impact environnemental ou les impacts sociaux. Les flux de revenus, ça va être les avantages environnementaux, les avantages sociaux. Vous voyez, donc on a comme ça je dirais des éléments qui sont en relation les uns avec les autres. Le segment client, on va se poser le problème de la phase d'utilisation en termes environnemental. Et puis l'utilisateur final sur la strate sociale, donc c'est celui qui va bénéficier effectivement des services. Donc là, il y a comme ça une approche à 3 niveaux, avec des niveaux qui ont une certaine cohérence les uns avec les autres. Donc ça, c'était les 3 couches. Alors, ce que propose donc le modèle Canva à 3 niveaux, c'est d'abord de mener pour chacun des niveaux à une réflexion de cohérence horizontale, c'est entre tous ces éléments, on se pose des questions et les relations entre les différents éléments. Donc, entre les différents éléments d'une strate, ça permet de rendre explicite les différents éléments qui contribuent à la création de valeur avec une vision systémique. Donc, ça, c'est au niveau économique, mais de mener le même travail au niveau de la strate environnementale ou de la strate sociale. Donc, ça donne, je dirais, une vision du système économique, du système environnemental et du système social d'une certaine façon. Et puis, donc, il propose aussi, donc, deuxièmement, donc de mener une réflexion avec la cohérence verticale. C'est-à-dire, entre les 3 strates, ça permet d'analyser les interconnexions entre les différents types de valeurs et d'assurer l'alignement entre les différentes actions, donc avec effectivement une approche de mise en cohérence. Et donc, on voit bien la structure du coût, les impacts environnementaux ou les impacts sociaux. On ne va pas les intégrer quand même dans le coût, mais on les prend en compte, même si ce n'est pas monétarisé. On se pose ces questions ici aussi de coût, de la même façon pour les avantages. Et puis, il y a un certain nombre de relations qui se font qui rentrent en synergie les uns avec les autres. Alors, je vous renvoie aussi, là, vous aurez donc accès au PowerPoint, à un travail de Sophie Payon, là, qui d'ailleurs a valorisé un peu cette méthode et l'a appliquée et donc montre donc Sophie Payon de l'École des mines de Saint-Étienne. Donc voilà je dirais, un outil qui me semble être un outil assez pertinent pour aborder de façon très concrète cette organisation produit-service et de considérer finalement ces relations économiques, sociales et environnementales. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire. Je vous donne après, puis on pourra avoir des échanges maintenant, quelques références. Donc les références, j'évoquais tout à l'heure, donc les différentes publications du pôle éco-conception sur la notion de service. Vous voyez, c'est un travail de longue haleine. Hein. Depuis 2012, on
travaille sur cette question-là. Et donc, vous avez un certain nombre de guides que vous pouvez vous procurer auprès du pôle. Et puis, pour finir, il y a un document que je trouve intéressant, qui est donc un document qui vient d'être publié par l'ADEME, donc enfin vient en 2020, donc Panorama national des pistes d'accent sur l'économie de la fonctionnalité. Ce qui est intéressant, c'est que bon, ça fait un peu le point sur les différents acteurs engagés en France, qui sont les acteurs qui agissent, et puis elle recense les actions conduites aussi avec le soutien de l'ADEME, parce que l'ADEME soutient le développement de ces solutions. Ça analyse les dispositifs et les facteurs qui facilitent ou freinent l'économie de la fonctionnalité. Donc je vous renvoie à ce rapport qui est assez dense, mais qui permet d'aborder aussi cette question-là de façon très pertinente. Voilà.